Bien, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que je vais arriver à tenir pendant 1 heure sans trop tousser parce que je traîne une mauvaise bronchite cette saison, mais je pense que ça a dû s'aggraver avec le pic de pollution que nous avons connu. Donc, voilà. Je vous demande, je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser si je dois interrompre le cours. Hein. Vraiment, je me sens un peu dans un état de précarité aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ce que nous essayons de faire actuellement, c'est d'essayer de nous figurer ce que cela peut signifier pour une vision du monde telle que la vision du monde de la Chine antique, ce que ça peut représenter pour elle de se décentrer. Donc la semaine dernière, nous sommes partis de la formule canonique du traité des rites que vous avez en haut de la diapositive. Donc, Yi Tianxia wei Yijia, Yi Zhongguo wei Yiren, c'est-à-dire donc considérer tout ce qui est sous le ciel, le monde entier sous le ciel, comme une seule famille, et considérer donc le pays du milieu, ou plutôt les pays du milieu, comme un seul homme. Et nous avions vu que cette formule canonique a été reprise à l'envi dans diverses périodes de l'histoire chinoise, notamment par le grand penseur de l'époque Ming, Wang Yangming, donc en deuxième position sur la diapositive, et même à l'époque moderne, par un intellectuel chinois moderniste, Tsai Yuen-pei, qui est donc né en 1868 et mort en 1940. Et enfin, nous y retrouvons une allusion dans le travail donc, de l'historien taïwanais contemporain, donc Xin Yitian, qui a choisi donc d'intituler un de ses ouvrages Tianxia Yijia, c'est-à-dire donc le monde sous le ciel comme une seule famille. Et donc nous sommes partis de cette formule pour commencer à examiner la relation qu'il y a entre ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité, c'est-à-dire donc cette vision du monde chinois comme tout ce qui est sous le ciel, Tianxia, et de voir comment cette universalité est enracinée dans une notion de centralité, c'est-à-dire d'emblée nous avons cette mise en relation entre le monde sous le ciel et donc les pays du milieu, qui désignent donc le cœur justement de la civilisation chinoise. Alors, nous avons vu aussi que dès la toute première dynastie considérée comme historique, celle des Shang, donc là je vous donne un rappel des grands repères chronologiques qui concernent la Chine archaïque, en passant par la Chine antique et donc arrivant au début de l'ère impériale. Donc nous avons ici à peu près 2 millénaires d'histoire. Et donc il s'agit ici de la deuxième dynastie de l'Antiquité chinoise, c'est-à-dire cette dynastie Shang, qui aurait duré donc en gros à partir du XVIIe siècle avant l'ère chrétienne
jusqu'au XIe siècle, au moment où, autour en gros de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, la dynastie Shang est conquise et supplantée par cette dynastie Zhou que connaîtra Confucius, donc Confucius qui a vécu, je le rappelle, entre le 6e et le 5e siècle avant l'ère chrétienne. Alors, donc, dès cette toute première dynastie historique des Shang, serait apparue une forme de spatialisation privilégiée en carré, donc avec cette forme récurrente que l'on voit notamment dans certaines inscriptions, cette forme donc, qui correspond au caractère chinois ya. Je rappelais la dernière fois que ce caractère est pris pour sa phonétique, pour désigner donc l'Asie en chinois, donc ya zhou. Zhou, nous le verrons, désigne justement toute région, toute contrée, tout territoire. Donc le ya zhou, c'est le territoire de l'Asie. Mais ici, donc, le caractère est pris pour sa forme graphique qui évoque donc les quatre directions cardinales qui partent donc du centre. Et donc, ce caractère ya évoque une sorte de croix grecque qui est schématisée ici, qui elle-même définit un carré quadrillé en un damier à 9 sous-carrés ou cases. Donc, si vous prenez votre caractère ya, vous le schématisez dans cette croix grecque, et ensuite vous remplissez donc le grand carré autour, et vous obtenez donc ces 9 sous-carrés. Alors, ce carré à 9 cases est composé donc de 8 carrés autour donc d'un carré central. Et donc cette configuration qui symbolise donc les 4 orients autour du centre, ou bien, si vous voulez, en termes architecturaux, 4 salles disposées donc à la manière d'une croix grecque autour d'une salle centrale. Cette architecture est supposée avoir été celle d'un édifice qu'on a appelé donc le palais de la lumière, le palais de lumière ou des lumières, à savoir donc en chinois le Mingtang. Donc Tang voulant dire donc cet tout grand édifice, et Ming, je rappelais donc qui signifie donc la lumière, puisque c'est la combinaison donc du soleil et de la lune ici. Donc ce palais de lumière remonterait donc au début de la dynastie Zhou, c'est-à-dire donc aux alentours de l'an 1000 avant l'ère chrétienne, mais selon toute vraisemblance et d'après donc les vestiges archéologiques qu'on a pu retrouver, cet édifice n'a pris la forme d'une construction architecturale réelle qu'à l'époque Han. Donc nous avons des sources textuelles qui nous parlent de ce Mingtang qui aurait été instauré par les premiers souverains de la dynastie Zhou, mais en réalité donc on a commencé à essayer de construire quelque chose qui ressemble à cette disposition uniquement à l'époque Han. Alors la lumière en question est avant tout celle de la vertu ou du charisme royal qui est censé donc rayonner, on pourrait dire irradier donc tout ce qui l'entoure.
Donc ici, nous avons cette vision donc d'un centre lumineux qui, on peut dire, irradie de la lumière tout alentour. Donc le Mingtang est cette construction symbolique qui symbolise la royauté et son mode de fonctionnement cosmologique. Et c'est à ce titre qu'il a fait l'objet d'études très développées et approfondies des plus grands noms de la sinologie française du XXe siècle. Et c'est pour nous l'occasion ici d'évoquer justement tous ces grands noms dont certains se sont exprimés ici même au Collège de France. Alors, à commencer par, j'ai mis ici donc une diapositive qui rappelle ce dispositif donc des quatre orients, donc partant d'un centre que vous trouvez donc sur divers objets, par exemple des dos de miroirs ou bien des embouts de tuiles, etc. Enfin, donc vous avez différents supports possibles pour cette représentation donc graphique. Là, je passe en revue, avant d'en arriver donc à nos sinologues français, donc les différentes façons dont cette configuration peut être représentée. Vous avez ici donc une représentation assez tardive qui est intitulée donc Mingtang Jiu Shi Tu, c'est-à-dire donc les 9 salles du Mingtang, représentées donc en trous. Nous allons revenir sur ce terme si j'arrive à continuer à parler, donc c'est-à-dire en diagramme trou. Donc ici, vous avez en fait le relevé topographique d'une découverte archéologique qui a été faite justement d'un édifice datant de l'époque Han et dont on suppose que ça a pu être justement un édifice du type Mingtang. Alors ici vous avez des reconstitutions plus exactement donc de cet édifice. La reconstitution donc du tracé au sol et de ce que pouvait donner donc l'édifice en hauteur ici. De la même façon, ici, vous voyez que cet édifice s'inscrit à l'intérieur d'un cercle qui représente donc le ciel, et ce cercle est à l'intérieur d'un autre grand carré qui est donc une représentation symbolique de la Terre. Ici, donc, reconstitution en 3D, ici. Et vous voyez un petit peu ici comment cet édifice se retrouve donc au centre d'un ensemble plus vaste. Donc, vous avez une inscription du cercle à l'intérieur d'un carré qui lui-même se retrouve inscrit à l'intérieur d'un cercle. Alors donc, j'en arrive maintenant à nos grands sinologues français, donc à commencer par Henri Maspero, donc qui a été professeur au Collège de France, qui est né en 1883 et qui est mort de façon très tragique en 1945 en déportation au camp de Buchenwald. Donc, je dois dire que ça m'a toujours beaucoup impressionné qu'on pouvait être professeur au Collège de France et finir donc dans un camp de concentration nazi. Alors, donc Henri Maspero est l'auteur d'ouvrages qui font encore largement autorité, notamment sur le taoïsme religieux, mais il a écrit donc un texte tout à fait majeur sur le Mingtang et la crise religieuse avant les Han. Et c'est un texte qui a été publié donc après sa mort à titre posthume
dans un volume intitulé Mélange chinois et bouddhique, paru à Bruxelles, donc entre les années 1948 et 1951. Je signale également que Henri Maspero est également l'auteur d'un article important où il étudie le mot Ming, c'est-à-dire le mot qui veut dire lumière. Un article tout à fait intéressant paru au Journal asiatique en 1933. Alors, donc, dans son article sur le Mingtang, Henri Maspero dit ceci, je le cite, « Ainsi, le Mingtang est le lieu où se manifeste la vertu royale qui fait fonctionner le monde céleste, c'est-à-dire l'année, les saisons, les cérémonies du solstice d'été, donc d'une part le monde céleste et le monde terrestre, c'est-à-dire le gouvernement du peuple et en particulier la subjugation des rebelles à la périphérie. Il est donc le Mingtang, il est donc, puisque le bon gouvernement consiste à maintenir l'ordre dans le monde tant physique que moral, il est donc le palais du bon gouvernement. Ce caractère de palais du gouvernement, il l'a particulièrement dans le Yueling. Alors ici, Maspero fait référence à un chapitre que vous trouvez également dans le traité des rites, le Li Ji, dont nous avons eu très souvent l'occasion de parler, le Yueling qui veut dire littéralement donc les prescriptions ou les ordonnances Yue, c'est-à-dire donc littéralement de la lune, mais ici il s'agit du mois lunaire, donc il s'agit d'ordonnances mensuelles. Nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur ce chapitre qui décrit mois par mois justement ce que le roi doit faire pour ordonner donc la vie du peuple, mois par mois. Donc vous avez un chapitre qui prend un peu la forme d'une sorte d'almanach royal. Donc Maspero nous dit que ce caractère de palais du gouvernement, il l'a particulièrement dans le Yueling. Si ce texte, qui est malheureusement de l'époque du grand développement spéculatif autour du Mingtang, n'a pas exagéré l'importance de ce palais en faisant la scène de tous les actes de la vie royale par lesquels se manifeste la conformité avec le ciel. Le roi, changeant d'appartement à chaque mois pour suivre le cours de l'année et l'orientation symbolique des saisons, demeurant à l'est au printemps, donc là je reviens à mon schéma ici, donc à l'est au printemps, au sud en été, à l'ouest en automne et au nord en hiver, en même temps qu'il change ses vêtements, son char, son étendard, pour les adapter à la couleur symbolique de la saison, sa nourriture pour l'adapter, elle aussi, aux saisons, etc. Et Maspero conclut de manière très intéressante en disant « Si ce que de Groth a appelé l'universisme a pu prendre une place aussi considérable dans la pensée chinoise, c'est grâce à la spéculation philosophique des lettrés des temps des royaumes combattants sur le Mingtang. » Donc, nous avions vu donc, que le sinologue néerlandais de Groth, qui a été, je vous le rappelle, donc l'un des derniers témoins au fond des pratiques des religions vivantes en Chine, à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, avant le grand mouvement de
disons, de sécularisation hein, de ces religions. Donc De Groot avait parlé justement de la vision chinoise du monde en termes de universisme, un terme qu'il a inventé pour le distinguer donc de l'universalisme. Donc, il est intéressant que Maspero, donc en 1933, fasse allusion donc à ce terme inventé par De Groot. Alors, maintenant, un autre grand nom de la sinologie française du XXe siècle, c'est un nom qui vous est sans doute familier, c'est celui de Marcel Granet, qui est né presque en même temps que Maspero, donc en 1884, et qui est mort avant lui, hein, mais pas dans un camp, en 1940. Donc Marcel Granet, parmi donc, ses grands ouvrages, a publié un ouvrage qui s'intitule La civilisation chinoise, paru en 1929. Et dans ce livre, il consacre donc lui aussi un assez long développement sur le Mingtang, où il dit, je le cite, le Mingtang, où la tradition veut que les Zhou aient consacré par un sacrifice triomphal la défaite des Yin, c'est-à-dire donc les Yin sont un autre nom de la dynastie des Shang dont je parlais tout à l'heure. Donc les Zhou ont apparemment consacré donc leur victoire sur les Shang-yin donc dans ce Mingtang. Il est à la fois le lieu des réunions interféodales que préside le Fils du ciel et l'endroit où il convient de promulguer les ordonnances mensuelles, donc les Yueling dont je parlais tout à l'heure, qui valent pour le royaume entier. Ces ordonnances ont pour but de faire concorder les occupations des hommes et les habitudes de la nature régies par le ciel. Le ciel ordonne les saisons, le Mingtang est une maison du calendrier. Le roi agit en fils du ciel lorsqu'il promulgue les ordonnances mensuelles. Il doit pour cela circuler dans la maison du calendrier qui est carrée comme la terre et orientée, mais qui doit être couverte d'un toit de chaume circulaire comme le ciel. Et je rappelais la dernière fois que donc cette base carrée qui est surmontée par un toit rond, c'est encore l'architecture du Temple du ciel qui est encore visible aujourd'hui à Pékin. Donc Granet poursuit en disant « La circulation du Fils du ciel dans le Mingtang est assimilée par la tradition à la circulation des souverains mythiques dans l'Empire. Toutes deux doivent se faire de sorte que le roi promulgue, placé à l'est, les temps et ordonnances du printemps, au sud, les temps et ordonnances de l'été, etc. Ainsi se trouve établi, en vertu de la croyance chinoise qui postule une exacte adhérence des espaces et des temps, l'ordre jumelé des orients et des saisons. Le Fils du ciel étend à l'empire entier sa vertu régulatrice parce que, dans la maison du calendrier, il régente au nom du ciel le cours du temps, après avoir, dans les parades saisonnières des chasses, présidé au sacrifice que l'ensemble des seigneurs confédérés offraient à la divinité garante du bon ordre et de la paix nationale. Alors ici, Granet se permet un anachronisme considérable en parlant donc de paix nationale, alors que, évidemment, nous sommes très loin encore de la constitution de la Chine comme État-nation, qui est un fait de la modernité. Mais enfin, ici, Granet veut dire par là que,
Donc ce Mingtang est à la fois donc un symbole de l'ordonnancement de l'espace et du temps et en même temps d'un ordonnancement de l'espace sociopolitique, donc de l'espace chinois civilisé. Enfin, j'évoquerai, en rappelant donc le nom que je vous ai donné la dernière fois, sans développer la référence bibliographique, donc le nom de mon maître en sinologie, Léon van der Merch, né en 1928, qui, dans son grand ouvrage Wang Dao ou la voie royale, recherche sur l'esprit des institutions de la Chine archaïque, paru en 2 volumes aux éditions de l'École française d'Extrême-Orient en 1980. Donc, Léon van der Merch, lui aussi, donc, dans cette tradition instaurée par Maspero et Granet, consacre donc un passage assez développé sur, il le consacre au Mingtang. Donc je le cite, c'est dans le Mingtang que le roi proclamait la nouvelle lune devant les princes feudataires, ce que Granet appelle les seigneurs confédérés, ou en faisant allusion, mais une allusion qui peut induire un peu en erreur, à notre système féodal européen, les vassaux. Donc on pourrait considérer le Fils du ciel comme une espèce de grand suzerain, et donc ces princes feudataires ou ces seigneurs confédérés comme des vassaux. Donc le roi proclamait la nouvelle lune devant les princes feudataires qui, à leur tour, la proclamaient chacun dans son grand temple ancestral. C'est la raison pour laquelle le Mingtang est également appelé maison du calendrier, notamment par Granet. Donc ici, Léon van der Merch fait référence aux travaux de Granet. Le roi prenait alors rituellement place pour toute la durée de la lune dans la salle correspondante du Mingtang. Se conformant au cycle des saisons, le roi faisait ainsi le tour des 4 orients, siégeant dans la grande salle centrale pendant la période médiane de l'année. Alors ça, c'est les 2 auteurs précédents, Maspero et Granet, nous ont parlé donc de cette circumambulation du Fils du ciel à travers donc les 4 salles situées aux 4 orients. Mais Léon van der Merch nous rappelle qu'il y a également une station du Fils du ciel dans la salle centrale. Et cette station centrale se fait pendant la période médiane de l'année, c'est-à-dire les 18 derniers jours du dernier mois d'été. Et le Fils du ciel faisait également une halte dans l'entrebâillement de la porte pendant les mois intercalaires. Alors ces mois intercalaires, vous les avez au bas de la diapositive. En chinois, ce sont les Runyue. Et donc ces mois intercalaires, vous avez dans la graphie même de ce terme run ici, vous reconnaissez peut-être ici le graphème du roi, donc les 3 traits horizontaux reliés par un trait vertical. J'ai rappelé à plusieurs reprises cette étymologie un petit peu fantaisiste mais non moins intéressante de ce terme du roi, c'est-à-dire donc les 3 traits horizontaux représentant donc les 3 ordres cosmiques, donc en haut le ciel, en bas la terre, au milieu l'homme, reliés par une sorte d'axe vertical, d'axis mundi, qui est représenté justement par le roi lui-même. Alors le roi, ici, vous le voyez, se tenant entre les 2 battants d'une porte. Donc ce terme de run veut dire très exactement donc un mois ici, donc vous reconnaissez ici
le graphème de la Lune, le mois lunaire, donc intercalaire, où le fils du ciel, le roi, se tient dans l'entrebâillement de la porte. Et ces mois intercalaires concernent les années embolismiques, c'est-à-dire les années lunaires qui sont plus longues que l'année solaire. Donc là, ça devient un petit peu technique, mais vous voyez à quel point donc, vous avez cette mise en correspondance extrêmement, qui se veut très systématique et très scrupuleuse donc, entre justement les différentes stations du Fils du ciel dans les différentes salles du Mingtang et donc les différentes périodes de l'année lunaire. Alors, je continue la citation de Léon van der Merch. Sous les Zhou s'élabore donc tout un rituel cosmologique du pouvoir royal, décrit minutieusement dans le chapitre Yueling du Li Ji. Donc, ces ordonnances mensuelles, donc mentionnées également par ses prédécesseurs. À noter que la circumambulation du Fils du ciel dans le Mingtang est doublée d'une circumambulation plus large, mais toujours à signification politico-cosmologique, puisque chaque année, le Fils du ciel était censé recevoir tour à tour la visite des vassaux ou des princes feudataires des quatre Orients. Là, vous avez un mouvement centripète de convergence vers le centre. Puis, la 5e année, c'est le Fils du ciel lui-même qui parcourait les fiefs des quatre Orients en suivant le cours des saisons, en faisant station donc à l'est à l'équinoxe de printemps, au sud au solstice d'été, à l'ouest à l'équinoxe d'automne et au nord au solstice d'hiver. Alors, donc, par cette double circumambulation, on peut voir que le Fils du ciel assume et représente dans son corps même à la fois l'espace et le temps. Donc, au fur et à mesure que le Fils du ciel se déplace, il progresse à la fois dans l'espace, c'est-à-dire d'un point cardinal à l'autre, et dans le temps, c'est-à-dire d'une saison à l'autre. Et on pourrait même dire qu'il serait plus exact de dire non pas que le souverain se déplace dans l'espace et le temps, mais que l'espace-temps se déploie à mesure que le Fils du ciel se déplace. Autrement dit, c'est le Fils du ciel qui ouvre dans son déplacement donc l'espace et le temps. Donc l'espace et le temps sont totalement indissociables, d'autant plus qu'ils ne sont jamais perçus comme des cadres abstraits ou neutres, comme ils peuvent l'être dans la science moderne. L'espace chinois est un espace véritablement vital, qui est polarisé par les quatre Orients, ce qu'on a appelé donc les Si Fang. Alors je rappelle que le terme Fang ici désigne à la fois donc le point cardinal, l'Orient, enfin la direction, et le carré. Et donc dans cet espace vital, le Fils du ciel, qui est donc le prototype de l'homme ou du domaine humain, vient prendre opportunément place, et le temps est un temps qui n'est pas un temps uniquement quantifiable, mesurable, de manière abstraite, c'est un temps vécu, puisqu'il est rythmé par les 4 saisons, qu'on appelle en chinois donc les 4 shi. Et je rappelle ici que le terme shi désigne à la fois donc la saison, mais aussi donc le moment opportun ou le moment propice. Donc,
vous voyez un petit peu justement comment cette conception de l'espace et du temps s'élabore à travers donc justement une certaine idée de la royauté et une certaine idée de ce que doit représenter donc le souverain ou celui qu'on appelle de manière très symbolique le fils du ciel. Alors le souverain mythique qui est à l'origine de cette idée de déploiement ordonné de l'espace est probablement donc celui qu'on a appelé Yu le Grand, Ta Yu, que vous voyez représenté ici dans une stèle gravée d'époque Han, ici. Donc Yu le Grand est à l'origine justement de la lignée qui a constitué la première dynastie héréditaire des Xia. Alors donc là, bref, retour en arrière à ce rappel chronologique. Donc cette dynastie Xia, qui est la toute première dynastie de l'Antiquité chinoise, qui est considérée comme seulement semi-historique ou même quelquefois comme tout à fait mythique, qui se serait constituée aux alentours du début du deuxième millénaire avant la chrétienne et aurait laissé place justement à cette dynastie Shang dont nous avons parlé tout à l'heure, aux alentours du XVIIe siècle avant l'ère chrétienne. Alors, ce grand Yu, qui est donc fondateur de cette dynastie mythique des Xia, est un de ces héros culturels dont se réclame donc la tradition chinoise. Yu, c'est celui qui a dompté les eaux. Vous savez que dans toutes les grandes civilisations anciennes, vous trouvez donc ce mythe du déluge. Alors, en Chine, on ne peut pas exactement parler donc d'un mythe du déluge qu'on pourrait comparer à celui de la Bible, mais le grand Yu est celui donc qui a aménagé donc les eaux pour rendre possible la vie sur Terre. Donc c'est un héros culturel auquel donc notre humanité doit beaucoup, puisque c'est lui qui a donc aménagé le cours des eaux, le cours des fleuves, et rendu par là donc possible la culture de la terre. Et c'est lui qui, à la suite de son travail d'aménagement donc des eaux, et je rappellerai ici que les souverains chinois ont toujours imposé symboliquement leur pouvoir, ont basé leur légitimité justement sur cette domination sur les eaux. Et vous avez encore symboliquement tout récemment ce rappel dans le fait que le pouvoir communiste a justement lancé ces grands travaux de barrage sur le grand fleuve, sur le Yangtze, au prix évidemment de l'engloutissement de villages entiers. Mais symboliquement, vous retrouvez justement dans cette décision un rappel très lointain justement de cette volonté des souverains chinois de s'imposer par on pourrait dire leur domination sur les eaux. Alors après cela, donc, Yu le Grand a aménagé donc le territoire, et c'est ce qui est évoqué dans des sources anciennes ou prétendues anciennes. C'est ce que vous avez, par exemple, dans le... Alors vous avez ici justement une autre fresque
gravés d'époque Han qui évoquent justement la grande saga de Yu le Grand, qui, vous voyez, qui a ce geste organisateur et qui permet donc de déployer l'espace cultivable. Vous voyez donc le bon peuple qui, grâce aux travaux de Yu le Grand, donc, peuvent commencer à labourer la terre. Alors donc, dans un chapitre d'un des livres considérés comme canoniques par la tradition confucéenne, à savoir le Shangshu, le livre des documents, qu'on appelle également le Shujing, vous avez un chapitre qui s'intitule donc Yukong, c'est-à-dire donc les mérites ou le tribut de Yu, et une évocation de ce qu'il a fait, c'est-à-dire Yu Bie Jiu Zhou, c'est-à-dire donc c'est le grand Yu qui a délimité donc les 9 régions ou les 9 provinces. Et donc vous avez cette légende justement de Yu le Grand qui, en arpentant l'espace et en laissant sa trace, vous avez ici donc cette expression de Yuji, c'est-à-dire donc les traces des pas de Yu, en arpentant l'espace, Yu le Grand donc a délimité ces 9 provinces. Et donc ces 9 provinces en sont très rapidement venues à évoquer en fait l'intégralité de l'espace chinois, avec son découpage géographique justement en 9. Et ces 9 provinces ou régions sont elles-mêmes arrivées justement à être assimilées à notre fameux carré à 9 cases, qui est symbolisé par le Mingtang dont nous avons parlé assez longuement. Alors, ces 9 provinces qui s'assimilent donc à un carré à 9 cases, vous en avez la schématisation ici dans un chapitre du traité des rites, toujours lui, donc le Liji, un chapitre qui s'intitule Wangzhi, c'est-à-dire donc les institutions royales. Alors, ce passage vous dit ceci: Fan si hai zhi nei jiu zhou, zhou fang qian li. Donc, alors, si hai zhi nei, donc à l'intérieur des 4 mers, c'est-à-dire donc là vous avez une espèce de bordure du Tianxia, de tout ce qui est sous le ciel. Vous avez en fait 4 mers qui bordent ce qui est sous le ciel. Et donc, à l'intérieur des 4 mers, il y a Jiuzhou, c'est-à-dire il y a 9 provinces, ou 9 régions. Et Zhou, Fang, Qianli, et chaque province forme un carré de 1000 li. Li, c'est donc l'unité de distance chinoise, qui a varié en valeur dans l'histoire. Donc, on peut se contenter de, peu importe ici ce que ça pouvait représenter, mais enfin, 1000 lieues donc, de côté. Zhou, jian bai li zhi guo 30, 70 li zhi guo 60, 50li zhi guo bai you 20, fan 210 guo. Donc, dans chaque province, dans chaque zhou, sont établis 30 pays de 100 li de côté, 100 lieues de côté, 60 pays de 70 li de côté, 120 pays de 50 li de côté, en tout 210 pays.
Alors, ce mot de pays, guo ici, que vous retrouvez, je rappellerai, vous voyez, là vous n'avez pas besoin de lire le chinois pour vous rendre compte que vous avez ici le graphème aussi d'un carré, et à l'intérieur vous avez donc le carré qui délimite donc justement le pays, et à l'intérieur vous avez le graphème qui représente une hallebarde, qui était donc le symbole de la puissance militaire. Donc au fond, un pays, qu'est-ce que c'est? C'est donc un territoire en carré, délimité donc, sur lequel s'exerce donc une puissance militaire. Alors le texte continue en disant donc Ming shan da ze bu yi feng, qi yu yi wei fu yong jian tian. Donc les montagnes célèbres et les grands lacs ou les grands marais, donc les grandes étendues d'eau, ne sont pas attribués en fief, c'est-à-dire donc que les montagnes et les étendues d'eau ne sont pas donc comprises dans ce carré. Le reste de la superficie est constitué de fuyons, c'est-à-dire de domaines annexes, et de tian-tian, ici donc de champs intercalaires. Alors ici aussi, le terme qui signifie champ, c'est-à-dire les champs cultivés, vous voyez qu'il s'agit également d'un carré découpé donc en quatre sous-carrés. Et le mot tian, qui veut dire intercalaire, ça vous rappelle le mot run de tout à l'heure. Vous retrouvez vos deux battants de la porte, vous savez, ces portes chinoises qui s'ouvrent comme ça à deux battants, et vous avez donc à la place du roi que vous aviez tout à l'heure, le roi qui se tenait dans l'entrebâillement de la porte, ici vous avez le soleil. Et le mot tian veut dire donc ce qu'il y a entre deux choses, ce qui est donc intercalaire. Donc vous voyez à travers la graphie de tous ces termes, le pays, les champs, une représentation graphique de tout ce qui est donc spatialisé en forme de carré. Et donc le texte se termine en disant Pa zhou, zhou erbai yi shi guo. Donc il y avait donc 8 provinces, chacune comptant 210 pays. Et ce qui est sous-entendu ici, c'est que ces 8 provinces se disposent autour donc du carré central, qui était donc le domaine privé du Fils du ciel, c'est-à-dire le domaine propre de la royauté des Zhou. Donc vous avez donc dans ce chapitre du traité des rites donc une sorte d'explicitation textuelle de notre disposition du damier donc quadrillé en 9 carrés. Donc on pourrait dire qu'en somme, les pays, chaque pays se divise à son tour en petits carrés, en petits sous-carrés de 9 provinces. Et ces pays s'insèrent dans leur ensemble dans le grand carré des 9 provinces de l'espace chinois qui les contient tous. Donc on peut dire qu'il y a une sorte de d'insertion de carrés, de petits carrés à l'intérieur de plus grands carrés et de plus grands carrés qui s'insèrent à l'intérieur d'un grand carré qui représente l'espace chinois dans son ensemble. Et on peut donc considérer que cette schématisation en 9 provinces, en Jiuzhou, correspondait donc à une grille d'organisation spatiale qui pouvait être appliquée à toutes sortes de territoires. Et vous avez à l'heure actuelle donc
dans des travaux tout à fait récents, un intérêt renouvelé justement pour cette question de la spatialisation dans comment dire, la vision chinoise. J'ai évoqué tout à l'heure donc les grands noms de la sinologie française du siècle dernier. Et maintenant, vous avez donc dans la sinologie internationale, qui est maintenant, malheureusement pour nous, essentiellement anglophone, anglophone dans la mesure où même, en fait, des collègues sinologues français sont obligés de publier en anglais pour avoir une chance d'être lus. Donc, vous avez donc dans ces travaux récents donc, une attention particulière portée justement à cette question de la spatialisation. Alors, je vous ai mis sur la diapositive la référence à un ouvrage qui rassemble des textes d'auteurs qui se sont intéressés plus particulièrement à cette question et qui est édité, enfin édité au sens anglais du terme justement, enfin dirigé plus exactement par trois collègues, Francesca Bray, Viera Dorofeyeva-Lichtman et Georges Métellier. Alors, Viera Dorofeyeva-Lichtman, comme son nom l'indique un peu, est une chercheuse russe, mais qui est établie en France. Et Georges Métellier est un de nos collègues français qui est botaniste de formation, qui est rattaché d'ailleurs au Jardin des plantes, mais qui a contribué donc à diriger ce volume conjoint qui s'intitule donc Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China. Donc, graphique et texte dans la production du savoir technique en Chine. Donc, un volume paru aux éditions Brill de Leiden, donc en Hollande, Leiden et Boston, donc aux États-Unis, en 2007. Et donc, Viera Dorofeyeva-Lichtman, j'attire votre attention sur ses travaux parce qu'elle a travaillé depuis plusieurs décennies sur cette question de la spatialisation. Mais ici, je voudrais signaler donc le titre d'un article qui fait partie de ce volume et qui est dû à un sinologue sino-américain, donc Wu Hong, qui en fait c'est quelqu'un qui est comment dire, à cheval sur la sinologie, c'est-à-dire l'étude des textes, et sur l'histoire de l'art. Il a fait des travaux tout à fait intéressants justement sur par exemple ces représentations iconographiques d'époque Han que je vous ai montré en passant. Et donc Wu Hong est l'auteur d'un article qui s'intitule donc Picturing or Diagramming the Universe. C'est-à-dire, donc si je traduis littéralement, picturing, il fait une différence donc entre picturing the universe, c'est-à-dire mettre l'univers en image, ou dépeindre, si vous voulez, l'univers, et diagramming the universe, c'est-à-dire donc mettre l'univers en diagramme ou en schéma. Et ce qu'il veut dire par là, il le développe dans son article, il fait une différence donc à l'époque disons pré-impériale et le début de l'ère impériale, c'est-à-dire il couvre à peu près toute la période entre le IVe et le IIe siècle, enfin oui, IVe siècle avant l'ère chrétienne et le IIe siècle de l'ère chrétienne. Donc ça recouvre un petit peu la fin des royaumes combattants et toute l'époque Han. Donc il fait une différence entre picturing, c'est-à-dire dépeindre l'univers,
Et là, c'est ce qu'il voit dans les représentations que vous avez retrouvées dans les tombes, hein, c'est-à-dire des descriptions, enfin une peinture littéralement de l'univers avec des représentations du ciel, hein, les astres, etc., et une représentation de la Terre avec donc ces montagnes, ces fleuves, ces espaces cultivés. Hein. Tout cela donc représenté en peinture dans les tombes, hein, qu'on a retrouvées grâce aux fouilles archéologiques. Et d'un autre côté, vous avez un autre système de représentation donc iconographique qui sont donc ces diagrammes qu'on appelle en chinois truo. Et vous voyez ici, je vous ai mis le caractère chinois en gros pour que vous voyez que c'est là aussi un caractère carré à l'intérieur duquel vous trouvez aussi d'autres carrés. Donc trou, c'est un terme qui est très difficile en fait à traduire en français parce que c'est à la fois une sorte de schématisation d'une représentation qui peut être réelle, mais ça ne l'est pas toujours. Ça peut être tout simplement en fait un diagramme, autrement dit une représentation spatialisée en 2D d'un dispositif. C'est ça que veut dire trou. Et donc le volume que je viens de citer est consacré justement à cette notion de trou. Alors trou, de manière tout à fait intéressante, ça peut représenter aussi bien donc des schémas, des diagrammes, mais ça peut être aussi des dessins et ça peut être aussi des textes, parce que, comme nous allons le voir, l'écriture chinoise, de par sa forme, c'est-à-dire que, en gros, vous avez le principe d'un caractère qui correspond. Je suis très sommaire ici, ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, donc, en gros, c'est un caractère est un mot, c'est-à-dire un mot qui a un sens. Autrement dit, ces caractères sont mobiles, vous pouvez les disposer dans n'importe quel sens. De fait, un texte chinois, vous pouvez le lire à l'horizontale, dans un sens, c'est-à-dire de gauche à droite ou de droite à gauche, ou en vertical, là aussi de haut en bas, de bas en haut, etc. Vous pouvez disposer vos caractères absolument dans n'importe quel sens et donc constituer un diagramme, un trou. Alors, là, je pense que je vais devoir m'arrêter ici. Je m'apprêtais à continuer, mais d'une part, je crois que je n'ai vraiment plus de voix, et d'autre part, l'heure est passée. Donc nous allons reprendre ceci l'année prochaine si le Bouddha me prête vie. Et en attendant, donc, avec le reste de voix que j'ai encore, je vous souhaite vraiment à plein poumon, donc de bonnes fêtes et une meilleure santé que je n'ai maintenant. Et vraiment merci de votre patience pour cet exposé un peu bronchiteux. Merci beaucoup et à l'année prochaine.